Pour celui qui se trouve sous la cloche de verre, vide et figé comme un bébé mort, le monde lui-même n'était qu'un mauvais rêve. Les mots et les idées peuvent changer le monde. Est-ce que ce n'est pas la dernière trace de roman la plus terrifiante qu'on puisse imaginer ? Ça m'a vraiment chamboulé. Let the reader enter. J'aime bien l'idée que la littérature puisse servir à ça. C'est un métier sérieux, le métier d'écrivain. Je sais, mais je suis quand même sérieusement paresseux. Hello, c'est Marine et Elisa. Et vous écoutez Papopage. Coucou tout le monde, comment ça va ? Comment ça va Marine ? Ça va et toi ? Oui, dis donc, ça fait... ça date. Ça fait un Sorry. petit bail. On était super occupés en fait, ne nous blâmez pas, par pitié. Voilà, l'une de nous deux a décidé de déménager dans un autre pays. Pardon. Ça fait 3 mois je ne parle toujours pas un mot d'espagnol. Non mais on y croit. Oui, pour la fin de l'année. Believe. Croire en Believe. How do I say believe in Spanish? Alors, on perd la patience de nos 10 abonnés. Ouais, vraiment. Il est temps de se rassembler un peu. Allons-y. Donc on est de retour avec un nouvel épisode et aujourd'hui on va vous parler de Sad Girl Literature. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette littérature des filles tristes ? On va vous l'expliquer. Alors en gros c'est un terme qui est apparu il y a quelques années sur les réseaux sociaux et ça a créé une sorte de genre ou de catégorie littéraire qui regroupe des romans qui mettent en avant des héroïnes un peu perdues, un peu tourmentées, souvent tristes, mélancoliques, enfin voilà, qui vivent des choses compliquées et des moments pleins d'émotions en gros. Et ça parle beaucoup de santé mentale, de solitude, de pression de la société envers les femmes, en gros. Et c'est souvent, du coup, dans une perspective assez intime du personnage principal. Donc, on pense notamment à La cloche de détresse de Sylvia Plath, donc The Bell Jar. J'ai regardé en français, je ne savais pas du tout que ça s'appelait comme ça en français. Mais moi non plus, franchement, là, je découvre. La cloche de la détresse ou La cloche de détresse. Waouh. Ça me fait bizarre de l'entendre. Non, mais moi, je suis d'accord, je n'avais jamais vu ça. J'ai dû me dire... J'ai dû aller double-check et me dire, genre, c'est vraiment ça la traduction ou pas ? Parce que ça m'a paru étrange. Bon, on reparlera de ce livre. On pense aussi... voilà, tout à fait. Dans d'autres exemples, il y a aussi Mon année de repos et de détente ou My Year of Rest and Relaxation de Otessa Moshfegh. J'ai envie de dire. Ouais, désolée si on prononce pas bien. Sorry Otessa. Et aussi tous les romans de Sally Rooney, notre babe. Notre déesse. Sally que je connais très bien. Voilà, la bestie Sally. Exactement. Et puis Marine, elle vous en parlera un peu plus du coup dans la première partie où elle va expliquer ce que c'est que ce genre, d'où ça vient, comment ça a un peu explosé sur les réseaux sociaux et tutti quanti. Après, moi, je vais vous parler du coup de ce terme et de ce qu'il signifie ou de, pour moi, ce que ça représente de catégoriser ce type de livre en tant que sad girl. Et spoiler, ça m'énerve, voilà. Et après, on voulait un peu vous parler du coup des romans de Sally Rooney parce que c'est un peu... ce que nous on connaît plus dans ce genre-là ou dans cette trend-là, et c'est un peu, je pense, ceux qui nous ont le plus marqué. Et puis peut-être ouvrir à la fin sur un petit tour d'horizon que Marine a préparé sur les livres internationaux qui pourraient entrer sous cette catégorie ou correspondre à ce terme de sad girl. Voilà, en gros, c'est ça notre petit plan. C'est une très bonne présentation, merci. Mais écoute, je te propose d'enchaîner directement, comme ça on ne perd pas le nord. Donc comme d'habitude, si vous avez écouté les 2 premiers épisodes, bon, si ce n'est pas fait, qu'est-ce que vous attendez en fait ? Ils sont disponibles en ligne. On commence toujours par définir un petit peu le sujet dont on parle, bon, c'est un peu la base.
Et c'est vrai que par rapport aux 2 autres thèmes, le terme de sad girl literature, du coup, la littérature de la sad girl, qui est un terme qu'on va pas traduire parce qu'il est vraiment utilisé comme tel, que ce soit en français ou en anglais, c'est un terme qui n'est pas traduit en fait. On parle vraiment à chaque fois de sad girl, donc la fille triste littéralement. Donc en fait c'est un petit peu dur à définir puisqu'en fait ça regroupe plein d'éléments différents qui ne sont pas que liés à la littérature puisque vu que c'est un phénomène qui est né sur les réseaux sociaux, ça a déjà regroupé tout un ensemble d'édits, que ce soit à travers des personnages de livres ou des personnages de séries, de films, et qui sont du coup mis en avant pour illustrer ce que ça pourrait être l'idée de la sad girl. Voilà, c'est un petit peu complexe. Par contre, ce que nous, on peut donner, c'est que c'est des éléments caractéristiques à chaque fois, on va dire, de ces personnages-là. Du coup, plus qu'un courant littéraire, c'est une étiquette, on va dire, qui est utilisée pour décrire un ensemble d'œuvres. On remarque que c'est surtout des œuvres anglophones. Et comme tu l'as déjà dit un petit peu en introduction, c'est des œuvres qui mettent en scène des femmes, alors plutôt jeunes, mais je dirais du coup entre 18 et 35 ans à peu près, donc c'est une tranche qui est quand même assez large, qui fait que en fonction des âges, elles ne vivent pas forcément les mêmes choses. Mais on retrouve des thèmes un peu omniprésents, donc que tu as déjà un peu cité, mais qu'on va redire du coup, les troubles de la santé mentale, mais qui peuvent être divers et variés, parce que ça peut être des problèmes d'anxiété, la dépression, ou alors même des troubles alimentaires, des addictions aussi. Et ces troubles de la santé mentale, ils sont plus ou moins provoqués par une solitude ou un isolement, on va dire, par rapport au milieu dans lequel vit la protagoniste, et ce qui entraîne du coup une quête identitaire et un malaise face aux attentes de la société. Voilà. Et ce qui fait que du coup c'est souvent un style d'écriture qui est très introspectif, avec parfois l'utilisation beaucoup de l'ironie, d'un détachement du personnage par rapport au monde réel. Bon, il y a plein d'autres éléments qu'on pourrait citer. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que j'ai dit ou s'il y a d'autres choses auxquelles tu penses. Je suis plutôt d'accord. Ouais. Bah, dans ce que moi j'ai lu, il y a limite un côté comme si il y a un choix aussi de se retirer et d'être dans l'inaction un peu, dans la réflexion et dans l'observation de ce qui se passe autour d'elle. Non, mais en fait, c'est assez dur parce que, en fait, ces personnages féminins, du coup, comme en fonction des œuvres, elles évoluent dans des milieux très différents et des situations très différentes, c'est assez dur de les rassembler. Pourtant, on a quand même des éléments qu'on retrouve. La meuf qui est un peu désabusée de sa vie, qui dissocie de la réalité et qui petit à petit sort des codes traditionnels que la société lui impose, mais parce qu'elle peut le faire finalement. Mais bon, à chaque fois, c'est vrai que du coup, la toile de fond, c'est quand même une société patriarcale et capitaliste que la personnage subit. À travers ça, bah voilà, ça interroge son rapport aux autres par la sexualité, l'amitié, la maternité aussi même. Les relations humaines. Les relations humaines, voilà, au sens large. Et parfois, ça peut être abordé de manière assez légère. Il y a comme un espèce de spectre jusqu'à ce que on tombe vraiment dans, on va dire, ce qu'on appellerait le trash. C'est un terme que j'aime pas trop pour décrire ça, mais c'est un truc qui pourrait expliquer ça. Ça me fait penser à du coup mon année My Year of Rest and Relaxation, qui est en fait l'histoire d'une
femme extrêmement riche et qui a hérité en fait de ses parents qui sont décédés assez brutalement, mais qui du coup lui ont légué une fortune qui lui permet de vivre comme elle l'entend, quoi. Et en fait, c'est une femme qui est profondément dépressive et qui décide, en prenant des médicaments de manière très rythmée, tous les 3 jours, je crois, en fait, elle se réveille pour prendre ses médicaments et se rendormir pour les 3 prochains jours. Et l'idée, c'est de faire un espèce de coma, du coup, pendant 1 an. Et à la fin de cette année-là, son projet, bah voilà, c'est de se sentir... Enfin, c'est de renaître, en gros, de se sentir renaître. Donc c'est hyper particulier parce qu'effectivement... j'avais, pour le coup, jamais lu un livre comme ça, qui parle de santé mentale de cette manière-là. Et c'est ça que je trouve intéressant peut-être dans ce type de récit, c'est que on est face à des personnages qui prennent pas forcément les bonnes décisions, entre guillemets, que t'as pas forcément envie de soutenir dans tout, parce que en fait elles peuvent se montrer parfois... exécrables avec leur entourage, enfin tu vois, il y a un côté, c'est pas Madame Parfaite justement, et mais c'est ça qui est d'autant plus intéressant parce que ça, je trouve que c'est typiquement ce type de livre qui déjoue un peu les codes de la meuf parfaite dans les livres, tu vois. Et franchement, il y en a d'autres aussi de cette nature-là, mais ce livre-là, c'est franchement c'est littéralement ça l'histoire, quoi. Et pourtant, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le lire et c'était franchement très intéressant. Et je vois ce que tu dis. Ça, j'en reparlerai un peu plus tard de pourquoi c'est important, comme tu l'as dit, qu'elles soient pas forcément appréciables et qu'elles ont des comportements que quelqu'un pourrait considérer comme amoraux ou répréhensibles. Je pense à un livre que j'ai commencé à lire et que d'ailleurs j'aimerais finir, mais j'ai le bloc en ce moment, qui s'appelle Le Boy Parts de Eliza Clark. Et ça fait du bien de lire quelqu'un... on a tellement de romans sur des hommes comme ça. Je pense à Hemingway, mais c'est pas le seul. Avec des hommes qui ont le droit d'être caractériels et qui ont le droit d'être moody, broody, whatever. Et c'est pas quelque chose qui est autorisé ou donné, ou c'est pas un luxe qu'on permet aux femmes. Et donc c'est un peu libérateur de lire ce genre de personnages. En fait c'est ça, c'est souvent tu rentres dans le livre et d'un coup tu dis waouh. Et let's go, on va rentrer dans la tête de ce personnage et voir jusqu'où effectivement elle va aller en fait. En me baladant sur internet, j'ai vu quand même que la maison d'édition anglaise, donc Penguin House, avait quand même une catégorie Sad Girl, enfin un article en tout cas sur leur site, donc qui tente de définir ce que c'est avec une liste de livres qui considèrent appartenir à ce genre. Donc je vais juste lire la petite définition qu'ils donnent, je l'ai traduit vite fait. Donc il parle de personnages en colère, mélancoliques et autodestructrices. Voici les caractéristiques qui définissent les femmes dans la littérature sad girl, entre guillemets. Une série de mauvaises décisions, de pensées remplies de rage, une solitude dépressive emplissent leurs histoires et dépeignent une forme de vulnérabilité dans lesquelles les lectrices peuvent trouver du réconfort. Servant souvent à analyser ses comportements, la littérature sad girl révèle un côté hideux de ce qu'est être une femme avec tous les obstacles que cela implique. Voilà. Et je suis pas en désaccord avec ça. Enfin, je trouve que parmi les manières de définir, ça peut être une manière de définir ce que c'est, quoi. Oui, je trouve que c'est l'explication qui me paraît la plus poussée et claire. Ouais, voilà. Entre guillemets. Là où je voulais en venir aussi après, est-ce que toi, selon toi, c'est un concept récent en fait d'écrire des personnages féminins de cette manière? Parce que, moi je me suis dit, mais c'est quand même pas la première fois qu'on invente un personnage féminin complexe.
Je sais pas si toi, comme ça, il y a d'autres choses qui te viennent en tête sur ce qui a pu être écrit dans les temps anciens. C'est pas du tout, c'est pas du tout récent parce que, même quand on voit, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on en a parlé tout à l'heure, mais de Sylvia Plath, qui est considérée, voilà, qui est dans toute l'élite de Sad Girl, machin et tout, et elle est morte depuis un bail, tu vois ce que je veux dire. Même si tu lis les livres de Virginia Woolf, bon, c'est pas les mêmes catégories, souvent c'est des femmes plus âgées, mais il y a ce côté de mélancolie, de mécontentement, d'insatisfaction. Donc c'est pas nouveau. C'est juste qu'aujourd'hui, on a un peu une passion pour tout catégoriser. Pour tout donc marketer. On s'en retrouve là. et puis ça s'arrête pas, comme tu l'as dit, ça s'arrête. C'est pas un truc il s'arrête à la littérature parce que y a les Sad Girl Music, Sad Girl Movie, whatever. Et en fait, tu te retrouves même malgré toi, parfois, en tant qu'écrivaine ou artiste, catégorisée dans quelque chose que tu n'as pas voulu. C'était pas ça que tu essayais de dire. Je pense notamment, tu l'as dit tout à l'heure, les trucs genre femcel, female manipulators, whatever. Est-ce que tu pourrais juste essayer de dire ce que ça veut dire femcel, parce que je pense pas que ce soit forcément très clair pour tous nos auditeurs. En fait, c'est l'incel au féminin, mais je sais pas exactement, parce que du coup, un incel, c'est un involuntary celibate, genre les hommes qui disent que ils sont seuls. Et que c'est la faute des femmes. Qui sont seuls malgré eux, voilà. Et je crois que la femcel, elle se dit seule parce que les hommes sont nuls. Dû à la dû à la masculinité, les failures de la masculinité, mais ça devient un peu, du coup, cette femme... un peu misandre, en fait. Elle un peu misandre, un peu limite genre toxique, manipulatrice, mais du coup, c'est en fait réduire des œuvres d'art à quelque chose... en fait, je trouve ça... d'essentialisant. Ouais, mais c'est ça, et je trouve ça relou qu'on soit toujours obligé de ramener ça en opposition à un terme lié aux hommes, tu vois. On n'a pas besoin de trouver un équivalent aux incels, puisque en fait les femmes qui vivent sous le patriarcat ne vivent pas les mêmes choses que les hommes sous le patriarcat, donc effectivement c'est très réducteur, mais ok, merci pour cette analyse, parce que moi c'est pareil, genre j'étais pas sûre de savoir ce que tu entendais par là. Ok. Désolée, je suis trop Elle est trop intellectuelle, celle-là. Je suis chronically non, online. mais déjà tout cet épisode est né du fait qu'on est chronically online, donc chroniquement en ligne. Vraiment, à part être sur TikTok et lire des livres, qu'est-ce que je fais de ma vie, je ne sais pas. Rien. Faire des montages sur Canva. Voilà. Bref. Du coup, oui. Ça ne date pas d'hier, quoi. Genre, en fait, moi, non. je me suis même questionnée sur les personnages de Jane Austen, et en fait sur le fait que même si c'est un peu tiré par les cheveux de parler de Sad Girl pour décrire Elizabeth Bennet, on est quand même à chaque fois sur l'exploration des défauts humains, et que du coup que ce soit alors les hommes ou les femmes, en fait ils sont étudiés par le prisme de leurs défauts. Et ça, c'est aussi, selon moi, une des caractéristiques qu'on peut aujourd'hui donner à la littérature sad girl. Mais je sais pas si t'es d'accord avec moi, je me suis dit c'est peut-être un peu... Si, mais moi je suis totalement d'accord. En fait, c'est explorer des êtres humains dans dans toute leur complexité, dans leurs paradoxes, dans leurs défauts, dans leurs actions, qui sont bonnes ou mauvaises. Je pense qu'aujourd'hui, on a une façon très manichéenne de voir les choses, les gens et les personnes. Et on a aussi tendance, avec les réseaux sociaux, de vouloir constamment montrer, de nous montrer sur notre meilleur jour. Et en fait, du coup, de voir des femmes comme ceci dans leur complexité, on a voulu les catégoriser d'une certaine manière, parce que c'est pas quelque chose qu'aujourd'hui on s'autorise à montrer. Je sais pas si ça fait sens. Non, si. Mais dans tous les cas, c'est
c'est questionnant. Voilà. What's happening? What's happening? Ok. Je réalise que j'ai pas vraiment de transition. C'est Voilà. pas grave. Du Moi, coup, j'ai préparé aucune vas-y. transition non plus. Bah, on peut enchaîner. Ok. Très bien. Ah là là, c'est Très super bien. comme épisode. C'est le moment Elisa qui râle. Voilà. Allez. Chaque épisode, il Il faut. faut. Voilà. Donc, je suis énervée. Voilà. Je suis énervée. J'en ai marre de girl dinner, girl math, girl power, girl. Je ne suis pas une girl. Je suis une woman avec un W. Donc, vous m'arrêtez ça là tout de suite. Je n'en peux plus. Non mais oui, Voilà. on n'en peut plus. C'était ma transition. Ça a toujours été utilisé pour infantiliser, réduire, ridiculiser. De mettre girl devant les choses, c'est le minimiser, le rendre pas sérieux. Enfin, je pense, tu vois, justement au girl power des années 90, qui a été une réponse directe au mouvement genre de Pussy Riot, au mouvement féministe de jeunes femmes, et ils se sont dit, on va faire une version digestible, marketée, machin, on va mettre quoi? On va mettre girl devant, tu vois. Girl boss, girl machin. Dans une logique de rendre illégitime quelque chose, et à travers ça, c'est réduire les émotions des femmes, comme si en fait les émotions, toute cette ce range, cette palette d'émotions et d'expériences humaines que ces femmes vivent, et en fait on les diminue, on les réduit qu'à une simple tristesse. Alors que c'est pas ça. Enfin, on en parle depuis tout à l'heure. Il y a de l'apathie, du deuil, de l'isolement, de la dépression, de tout ce que tu veux, de la rage même. Et parfois, c'est plus ça que de la simple tristesse, moi, que je lis dans ces romans-là. Alors, pourquoi la réduire à ça? Tu vois, c'est une double réduction, déjà. C'est vraiment une manière de contenir, en fait, tellement de dimensions différentes. Je sais pas si toi quand t'as lu ces livres-là, c'est pas de c'est bien sûr que tu as pu ressentir de la tristesse, mais c'était au-delà de ça. Enfin, on est d'accord. Ah oui, mais totalement. Enfin, en fait, c'est poignant. En fait, tu peux, même si tu ne t'identifies pas à la vie que mène cette personne, tu t'identifies à ce qu'elle peut ressentir. Et du coup, t'es en colère avec elle. Tu ris avec elle, tu aimes avec elle, et toutes ces émotions-là, elles ne sont pas que liées à la tristesse. Et c'est vraiment, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un voyage intérieur avec quelqu'un. Et c'est juste, c'est à la fois beau et en même temps c'est déchirant. Mais c'est pas que de la tristesse. Il y a de la tristesse, c'est possible. Mais la tristesse, c'est un terme qui me semble tellement en surface que non, je suis d'accord avec toi. Franchement, c'est chiant. C'est ça qui me... On n'en peut plus. C'est ça qui me met en rogne un peu. C'est que, en fait, on l'a dit tout à l'heure, déjà, ça a toujours existé, ce genre de roman, ce genre de personnage. C'est les romans où, les romans un peu... genre slice of life, un moment de vie où il y a de l'exploration des sentiments, du trauma, de la santé mentale, des relations interpersonnelles, ça a toujours existé. Et c'est un peu même un style dominant dans la littérature. Mais quand il s'agit de femmes, quand il s'agit de jeunes femmes, automatiquement c'est vu avec une lunette différente, quoi. Et il y a un espèce de double standard, je sais pas si ça se dit en français, mais comme si, en fait, quand c'est un jeune homme qui ressent des choses, c'est de la littérature et c'est légitime. Et quand c'est une jeune femme, c'est de la littérature féminine, ou encore pire, c'est genre sad girl. She's just a sad girl. Et elle s'en remettra, tu vois. Une sad girl. Bah non, en fait, c'est beaucoup plus c'est compliqué ça. En que ça. fait, c'est la masculinité, les émotions des hommes, c'est universel. Et celle des femmes, non, c'est marginalisé, c'est que pour les femmes. Alors qu'en vrai, on pourrait faire une catégorie sad boy lit. Enfin, j'en ai parlé
tout à l'heure, tous les personnages de Hemingway, mais même Salinger. C'est exactement ce que j'allais dire, l'attrape-cœur. Moi, j'ai les livres de Murakami. Tu vois, même actuellement, genre je pense à Douglas Stewart, qui est un auteur du coup écossais. Bon, après, c'est encore autre chose, mais il écrit aussi sur des jeunes garçons qui vivent des épreuves humaines et émotionnelles. Donc, en fait, on pourrait faire une catégorie comme ça, mais ça n'est pas fait parce qu'on ne voit pas les émotions masculines de la même manière. Tout à fait. Et c'est enrageant, en fait. Oui, tout à fait. En fait, je comprends pas pourquoi on peut pas voir l'expérience féminine comme une expérience humaine, enfin, pourquoi je sais pourquoi. Parce que le patriarcat. Parce que c'est ça. misogyne. En fait, voilà, si moi je peux lire l'attrape-cœur et ressentir des choses et comprendre voilà ce que ressent Holden Caulfield, ou je sais pas pourquoi un homme ne pourrait pas être touché par un personnage de Sally Rooney, par voilà le personnage de My Year of Rest and Relaxation. Et en fait, il y a un souci aussi de beaucoup d'hommes qui ne lisent pas de romans écrits par les femmes, peut-être parce qu'ils ne se sentent pas concernés par manque d'empathie, et ça c'est encore un problème sociétal qu'on va pas régler aujourd'hui dans ce podcast, mais et peut-être aussi c'est parce que c'est pas marketé envers eux et on leur fait pas croire ou on leur vend pas que ces récits-là peuvent leur apporter quelque chose. Moi je parle à un mec notamment, Théo, je vais bitcher sur lui, c'est pas grave, de toute façon il écoute pas. Mais genre le gros red flag, tu vois, c'est quelqu'un qui lit beaucoup et on parlait de littérature et je lui parlais voilà, des livres que j'ai lus et tout. Et il me dit qu'il ne lit pas de romans écrits par les femmes, presque pas. Et c'est un choix, genre c'est un choix conscient. En mode... Ah, je sais pas, il m'a dit qu'il avait lu... il avait lu La Honte, je crois. d'Annie Ernaux. Ouais, ou qu'il avait lu un roman d'Annie Ernaux. Je sais pas si c'est celui-ci, mais il m'a dit, ouais, il avait pas... Non, c'était pas La Honte. Bref, c'est pas grave. Mais que du coup, il s'était pas retrouvé. En fait, il s'est pas senti concerné, quoi. Et du coup... Ouais, et c'est grave. C'est fou, ouais. Enfin, je trouve ça grave, tu vois. Genre, je lui ai fait... je lui ai fait deux leçons. Je lui ai donné une leçon. Non, mais en fait, voilà. C'est ça. T'as pas besoin de te sentir concerné pour déjà apprécier et... pour t'identifier et pour ensuite ressentir de l'empathie parce que sinon en fait mec t'as qu'à lire que des romans que des fictions où c'est des hommes de son âge qui vivent dans le même milieu social, même milieu professionnel, et puis on s'en tient à ça, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. En plus, je trouve qu'en tant que lecteur, si tu te considères comme lecteur, je trouve ça tellement réducteur de ne pas t'autoriser à lire toute une catégorie de livres qui pourrait te toucher. Mais c'est ça, mais... D'autant plus parce que, enfin, je trouve que c'est un manque de curiosité très grave. Ah, c'est ce que je voulais dire. C'est exactement ce que je voulais Tu m'as ôté les mots de la bouche. Ôté les mots de la bouche. Non, mais c'est exactement ça. Enfin, la littérature, c'est fait pour que qu'on soit curieux et qu'on aille chercher des histoires qui sont à l'opposé de nous-mêmes et de ce qu'on a vécu et de ce qu'on va probablement vivre au cours de notre existence. Et c'est fait pour ça. C'est pour sortir un peu de notre propre carcan et comprendre un peu quelles sont les autres réalités possibles. Et c'est un peu, je sais pas, le b.a.-ba pour moi. Enfin, il y a tellement de choses qui sont disponibles que dire moi je m'en tiens qu'à tel ou tel type d'auteur parce que je me sens pas concernée. Enfin, en fait, à la limite que t'aies des préférences de genre, c'est normal, tu vois. Il y en a qui préfèrent les thrillers, il y en a qui préfèrent les romans plus classiques, enfin dits classiques, d'autres qui préfèrent lire que de la romance, et ok, soit, enfin ça me dérange pas, mais de pas aller au-delà
du fait que lire un livre écrit par une femme qui parle de femmes, c'est pas intéressant directement parce que tu te sens pas concerné. Non, c'est dommage, pour dire les choses poliment. Mais je pense que tu vois, au-delà de ça, déjà, t'as lu un livre, t'as pas été touché, Ouais. et du coup, tu t'arrêtes là. Déjà, là, il y a un souci. Et en plus, je pense que ça lui vient même pas à l'esprit. Ouais, Tu tout vois à fait. Genre, et ça, c'est grave, parce que, je sais pas, moi, je vais pas lire de livres avec un auteur japonais, parce que moi, je suis pas japonais, je peux pas comprendre ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est débile. Non, mais oui. Mais c'est comme ça qu'on crée des clivages et qu'après, on se comprend plus. Il faut Vraiment. sortir un peu de ce qu'on connaît dans le réel, quoi. Oh là là. C'est ça. I will judge. Ouais. Voilà, moi je juge. Et là je juge. Non, mais totalement. Bref. Judgment mode. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment essayer de décentrer le point de vue le masculin en fait, parce que l'expérience masculine elle est tellement vue comme norme que en fait ça va de soi, tu vois. Moi j'ai jamais rencontré une lectrice qui ne lisait pas de livres écrits par les hommes. Alors pourquoi le contraire c'est tellement normalisé? Juste on lit des personnes qui vivent des choses. Ouais, totalement. Voilà, ça s'arrête là en fait. C'est je sais pas, je trouve que c'est d'une tristesse. C'est misogyne. Une tristesse. Voilà, c'est misogyne, voilà. Avec un grand Franchement, M. J'espère que tu nous écoutes. désolé, hein, mais en plus, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un peu une dimension aussi. Un livre, du coup, qui va être écrit par une femme sur des femmes. Ah là là, c'est encore un truc de féminisme, blablabla et tout. Alors, oui, mais stop quoi. Genre, arrêtons. Mais tu vois, c'est pas forcément le cas. Si maintenant je compare au cinéma, par exemple, Pedro Almodovar, il fait tout le temps des films sur les femmes, sur des personnages féminins. Et pourtant c'est un homme. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Totalement. T'as pas besoin d'être une femme pour comprendre. Non, mais c'est ça. Pour comprendre. Est-ce que tu cites Almodovar puisque maintenant tu t'es imprégnée de la culture espagnole? Maintenant, je suis espagnole. Tout à fait. Voilà, je suis call me Penelope Non, mais MDR, I TDR, wish. oui, Stan par contre. Non, je sais pas pourquoi j'ai cité. C'est lui, il m'est venu à l'esprit maintenant que je suis un peu, Non, mais ça spanish. m'a fait Qu'est-ce que rire. tu veux que je te dise? Pedro Almodovar. Voilà. Non, mais c'était ça. C'était mon petit moment coup de gueule. Très bien. Et sinon, deuxième coup de gueule, bah voilà. Non, qu'est-ce que je veux dire? Non, c'est tout. Très bien. On a déjà critiqué avant le capitalisme. Oui, alors j'ai fait le tour. vous commencez à nous connaître. C'est bon. Au secours, hein. Effectivement, on émet toujours beaucoup de critiques envers le système capitalisme. Et Et les n'arrive hommes. pas à parler. C'est quand même un sujet récurrent, effectivement. Mais bon, là, c'était terrible, hein. particulièrement à propos pour un épisode sur la Oui. sad girl literature, donc ne nous en voulez pas. C'est le drinking game, tu sais, genre il faut à chaque fois que Non mais vraiment, on fait une critique, il faut boire un shot. je suis pas contre les hommes, j'ai des personnes hommes dans mon entourage. J'ai un ami J'ai un homme. ami homme. Voilà Non quoi. mais non, en fait on critique pas les hommes en tant qu'individus, on critique tout un système. Si vous me faites pas des not all men dans les commentaires, parce que crois-moi, Ça va. ça va m'énerver encore. On se sait. Voilà. Donc oui, vous entendez bien qu'on critique tout un système. Mais en fait, c'est... Et quand on critique les patrons, on critique pas ton père et son entreprise de car wash, on critique... J'ai cru que tu parlais de mon père, j'étais là. Son entreprise de car wash. Non, je critique pas le père de Marine et son entreprise, son auto-entreprise. De car wash. Car wash, non. Oh C'était là un là. ton Bref. général. Ouais. Parlez pas de ton père. Bref. Oula. Ça. Je sais pas, j'essaie de trouver une petite entreprise. Car wash.
la photo. J'aurais pu dire, je sais pas, une épicerie, j'aurais pu dire... Car wash. Parce n'importe que le quoi, car wash, il y a c'est pour qu'à- les hommes. Parce que les voitures, c'est pour les Je hommes. vais surer la caisse. Bref. Je sais Oula. pas si t'as encore des choses à dire pour cette partie-là ou... Je voulais partir un peu sur... comment dire... Ouh là là, ouais, j'ai plus le mot. En gros, que ça devenait... Mais qu'est-ce que c'est que ce mot que je cherche Standardisé, merci, oulala. Et que du coup, c'est vu un peu comme de la littérature pour des femmes blanches, privilégiées, voilà. Mais après, moi, je comprends aussi qu'il y a un manque de diversité et qu'il est nécessaire, effectivement, de mettre d'autres voix en avant, de mettre d'autres récits en avant, et pas que parler de ces récits-là, mais pour moi, ça n'empêche pas que ces récits sont importants. Et qu'ils disent des choses importantes. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. C'est que ce soit... En fait, ce qu'on peut critiquer, c'est effectivement que ce soit les mêmes qui soient mis en avant et qu'il se trouve que parmi ceux les plus mis en avant, c'est effectivement souvent des protagonistes blanches. Mais après, c'est aussi se dire que les autrices alors blanches qui vont écrire sur des personnages blancs, elles sont quand même... mieux placées pour décrire des réalités peut-être que vivent des femmes blanches d'un point de vue des injonctions, des choses comme ça. Après, je ne dis pas qu'on ne peut pas écrire des personnages autres que... Enfin, tu vois, genre... En fait, elles écrivent ce qu'elles connaissent. C'est ça, c'est partir de ce que tu connais. Ok. Parce que peut-être que ce sera ça qui sera le plus authentique. Et du coup, à l'inverse, une femme noire peut écrire la réalité vécue par une autre femme noire. Et ce sentiment d'authenticité, moi, je reste persuadée qu'il est plus intense quand c'est de cette manière-là. Après, ça veut pas dire que des femmes noires ou hommes noirs ne peuvent pas écrire des personnages blancs et vice-versa. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut pas non plus tomber dans ça parce que c'est un peu dangereux, mais du point de vue de la sad girl littérature, je pense que qu'il y a un écho quand même un peu plus fort. Parce que c'est des livres très introspectifs, très réalistes. C'est aussi important que ce soit puisé d'une certaine manière de la réalité des autrices qui l'écrivent. Et moi, je pense que c'est même important que ce soit des femmes blanches et privilégiées et aisées, parce que ça montre que malgré tous ces privilèges, dans un système patriarcal, ces femmes, elles n'atteignent pas le bonheur. Une fois qu'elles ont tout ce confort matériel qu'elles désiraient, elles sont quand même malheureuses parce que c'est pas ce dont elles ont vraiment besoin et c'est pas ce qu'elles veulent vraiment. Donc le fait que ce soit des femmes privilégiées qui se retrouvent dans ces situations-là et qui ressentent ces sentiments de désespoir si intenses, c'est aussi une façon de montrer l'échec du capitalisme et du patriarcat. Et c'est un outil fort pour le faire, justement. Ouais, je suis d'accord. Et j'ai trouvé que du coup, on réduisait ça un peu à... la femme riche qui se crée des problèmes. Mais non, parce que, ok, elle a pas tous ces problèmes matériels qui sont terribles, et elle a le privilège de pouvoir tout lâcher, de s'isoler, et que beaucoup de femmes des classes populaires, beaucoup de femmes racisées, elles n'ont pas ce luxe. Mais c'est un récit qui est quand même significatif, qui est libérateur, où on voit des femmes qui refusent ces injonctions sociales. Et c'est important, en fait, de pouvoir imaginer une rupture comme ça. C'est important de le montrer, en fait. Je suis d'accord. Voilà. Mais après, comme tu as dit, il ne faut pas que ça devienne une parodie de soi-même, et il ne faut pas que ça devienne un espèce de cercle vicieux où on se limite toujours aux mêmes histoires, et qu'en fait, ça devienne un peu... de l'apitoiement constant ou une espèce d'introspection sans fin. Mais je pense qu'il faut trouver un équilibre entre
voilà, se sentir concerné, avoir cette résonance personnelle avec les personnages et mettre beaucoup de toi là-dedans. Et aussi t'ouvrir aux autres expériences et peut-être éventuellement passer au-delà de la simple souffrance ou de la rage ou de la reconnaissance de ce que tu vis en tant que femme dans notre société, et peut-être passer à une remise en question, une action. Et souvent... Oui, tu veux dire qu'il y a une sorte de réveil à la fin, en mode... ouais, on va quand même... On continue quand même, quoi. On avance et on se réveille. Enfin, on arrête de simplement subir, ouais, c'est ça. En fait. Il y a une autrice qui parle très bien de tout ça et de toutes ces expériences féminines dont on voulait parler aujourd'hui, qui est Sally Rooney. Et je vais peut-être déjà dire qui est Sally Rooney, et après on pourra peut-être évoquer notre rapport chacune à cette autrice et pourquoi on a décidé d'en parler aujourd'hui. Je vais commencer par dire qui c'est Sally Rooney, et puis comme ça on pourra parler de notre rapport à cette autrice après. Yes. Donc c'est une autrice qui est née en Irlande en 1991 et qui a publié à ce jour 4 romans. Et parmi ces 4 romans, en fait, son deuxième livre, Normal People, a connu un succès planétaire et c'est, j'ai l'impression, ça qui a vraiment lancé sa carrière d'autrice, notamment par l'adaptation du roman en série. Allez la voir et lisez le livre, c'est super. Voilà. Et j'ai lu un article d'une journaliste qui essayait de décrire de manière simple ses romans, et elle disait que c'était un peu globalement une exploration de manière réaliste des expériences et émotions de la vie humaine, en essayant de répondre à ces questions, en fait, comment vivre bien, quel modèle du monde fonctionne et quel modèle permet de traverser la vie, sachant que c'est un questionnement permanent pour ces personnages. Et du coup, on a décidé d'en parler aujourd'hui parce que c'est une autrice qui compte beaucoup pour nous. Voilà. Je sais pas si tu veux, toi, commencer à dire quand est-ce que tu as commencé à lire ces livres, pourquoi, enfin, qu'est-ce que tu as trouvé, et voilà, tout ça. Du coup, moi, j'ai commencé pendant le Covid, pour le premier confinement. Parce que justement j'ai entendu parler de Normal People, la série qui allait sortir, et j'ai voulu j'ai voulu lire le livre avant, parce que moi je suis un peu je sais pas, je suis adepte de lire les livres avant de regarder les choses, et du coup j'ai commencé avec son second livre, Normal People, mais après maintenant j'ai lu tous ses livres, et j'ai lu aussi du coup la nouvelle qu'elle a écrite avant ses livres. Je crois que c'était même son projet genre de fin d'études. Mais du coup, j'ai découvert avec Normal People quand j'avais 23 ans, j'ai envie de dire. Et c'était un peu une période... je pense que c'était important pour moi de lire ce roman-là à ce moment-là. Je me suis reconnue dans ces personnages, au-delà du genre d'ailleurs, parce que certains des personnages dans lesquels je me reconnais le plus, c'est des personnages masculins. Et je me suis aussi reconnue dans la façon dont elle écrit aussi les relations entre des personnes de différentes classes. Et notamment, c'est son personnage de Connell dans Normal People, qui est quelqu'un de classe ouvrière qui se retrouve dans une grande université et qui en fait n'a pas forcément tous les codes de ce qui se passe autour de lui, et qui fréquente quelqu'un qui après ne fait pas partie de la même classe sociale qu'elle. J'avais trouvé ça particulièrement... ça a totalement fait écho avec ma vie et l'expérience que moi j'ai faite quand je suis arrivée à la fac. J'avais l'impression de lire ma vie et ce que moi je pensais, mes réflexions, les discussions que j'avais avec mes amis, et c'est la première fois
que je me suis vue autant dans un roman. Et ça a été après d'autant plus vrai quand j'ai lu le reste de ses romans. Et en plus, j'apprécie le fait d'avoir lu toutes ses œuvres, toute son œuvre, et de voir comment elle évolue en tant qu'autrice. Je trouve que c'est encore plus intéressant. Enfin, j'apprécie encore plus de voir son évolution en tant qu'autrice. Voilà. Après, j'aurais d'autres choses à dire, mais je te laisse parler un peu. Moi, Sally Rooney, je l'ai découvert grâce à toi. Parce que c'est quand on était à Dublin, ensemble, en Erasmus, que tu m'as prêté Conversations with Friends, donc Conversation entre amis en français. Donc je l'ai lu en anglais. Et il se trouve que Sally Rooney, c'est une autrice irlandaise, donc ses romans se déroulent en Irlande. Et pour Conversations with Friends, ça se déroule à Dublin. Et du coup, moi, c'est pareil. Je suis vraiment tout de suite rentrée dans l'univers d'un roman, déjà en pouvant situer très précisément les lieux qu'elle citait, parce qu'en fait, je vivais dans la même ville. Donc ça, c'était assez dingue. Et je me suis sentie tout de suite très absorbée par le personnage de Frances, qui est un peu la protagoniste du coup de ce roman, même s'il n'y a pas qu'elle, mais c'est sa voix qui porte le roman. Mais en fait, ce personnage-là précisément, en fait c'est pareil, c'était la première fois, surtout du point de vue de l'expérience étudiante et de ce que c'est être une jeune femme justement dans ce monde-là. En fait, j'avais vraiment l'impression de lire, mis sur le papier, des pensées que j'avais pas réussi à formuler de la meilleure manière. Et j'ai vraiment passé mon temps à surligner, enfin à vouloir surligner, parce que c'était ton livre en fait, mais à noter des citations en me disant mais là, c'est exactement ce que j'aurais voulu dire. C'est exactement ce que j'ai en tête et ça m'avait plutôt bluffé. Et le livre est vraiment cool. Et moi, ce que je trouve super justement dans ces livres, c'est que on est vraiment dans une évolution en même temps qu'elle en tant qu'autrice, parce que Conversations with Friends, du coup, c'est son premier livre qui parle du coup de personnages qui sont plutôt dans le début de la vingtaine. Et au fur et à mesure, du coup, par exemple, dans son troisième livre, Beautiful World, Where Are You, ou Où es-tu, mon admirable, en français, les personnages sont plutôt à la fin de la vingtaine, début trentaine, parce que Sally Rooney a elle-même vieilli et du coup est plus à même de parler d'expériences de personnes qui sont plus âgées. Et c'est vraiment à la fois à chaque fois, d'une justesse assez dingue. Et en fait, on voulait vraiment revenir sur elle parce que justement, ces personnages, voire ces livres, sont souvent catégorisés, cités comme du coup faisant partie de la sad girl literature. Et c'est vraiment enrageant parce que c'est tellement plus que ça. Et comme tu le dis, en fait, il n'y a pas que des personnages féminins dans ces romans. Au contraire, à chaque fois, il y a une espèce de balance entre des personnages féminins et masculins. Complexes, et ils ont des voix et on peut s'identifier l'un à l'autre, parfois parce que c'est une question de genre, mais aussi parfois parce que juste on s'identifie à ce que ressentent ces personnes. Moi, ça m'a fait beaucoup ça dans son dernier livre, Intermezzo, qui est pareil, c'est le même titre en français, qui est sorti l'année dernière, où pour le coup il y a 3 POV et 2 des POV c'est 2 frères, et il se trouve que le personnage qui pourrait être le plus éloigné de nous en termes de milieu social, de genre, de réalité, tout ça, en fait c'est celui auquel je me suis le plus identifiée, quoi, et que j'ai trouvé le plus évocateur pour moi, voilà. Et du coup, c'est sa grande force en tant qu'autrice, c'est de pouvoir juste créer des personnages qui nous parlent, mais qui en même temps vivent dans une réalité qu'on peut très bien se représenter. Et voilà. Ouais.
En fait, elle arrive à encapsuler l'expérience humaine et les êtres humains au-delà du genre. Et je trouve qu'elle écrit particulièrement bien les personnages masculins. Et en fait, de la catégoriser dans les trucs sad girl littérature et tout, ça lui ôte cet aspect-là aussi de ses romans. Ouais. En fait, elle écrit les hommes avec une justesse et une vérité remarquable. Et elle écrit les hommes avec beaucoup d'empathie. Et je déplore un peu le manque de nuances avec lequel on traite ces livres sur Internet, et notamment ces personnages masculins, parce que j'ai entendu des choses, voilà, enfin, des critiques envers ces personnages masculins, des critiques avec la façon dont elle écrivait les femmes et les relations humaines qui étaient vraiment... qui manquaient de sens logique ou de réflexion derrière. En fait, on lui demande... On attend d'elle une façon très manichéenne de voir les choses. Et elle refuse. Elle s'y refuse. Elle refuse de rentrer dans ce jeu-là. Et en fait, elle t'écrit des personnages, elle te peint des personnages complexes, avec leurs paradoxes, avec leurs défauts, qui, malgré certains de leurs comportements, reçoivent de l'empathie de sa part et de notre part aussi en tant que lecteur. Et je trouve que ça fait vraiment toute sa force. Et comme tu disais, genre, dans Intermezzo et pas que, moi, je me suis particulièrement reconnue dans un de ces personnages masculins. Tout à fait. Et que du coup, si des autrices comme Sally Rooney sont réduites à ce type de littérature, en fait, c'est le cas pour d'autres. Et que c'est ça qu'on voulait aussi illustrer, c'est que c'est vraiment dommage parce que ça a justement éteint la diversité qui existe dans ces livres et que du coup ça prive ces livres d'une certaine audience parce que moi je suis persuadée qu'il y a plein d'hommes qui pourraient se reconnaître dans les personnages de Sally Rooney et je pense pas que ce soit un lectorat très représenté dans les pourcentages de lecteurs. Et c'est franchement dommage parce que il y a vraiment beaucoup de matière. Et pourtant, pour juste parler un peu du contenu, en fait, c'est jamais des livres où les personnages vivent des expériences extraordinaires. En fait, c'est souvent des monsieur et madame tout le monde qui sont ancrés dans une réalité très précise. Et c'est une exploration de leurs liens avec les autres, beaucoup. Et de leurs liens avec eux-mêmes. Et, je trouve que c'est à travers ça qu'elle... que là réside genre son génie et tout son talent. C'est que je trouve que ces personnages, même s'ils vivent dans la société dans laquelle on vit et qu'ils vivent des problèmes contemporains à toi et moi et à tous les autres. Je sais pas où va cette phrase. C'est que ils ont aussi une durabilité dans le temps. Je sais pas comment expliquer. C'est des personnages qui sont tellement humains et des romans qui parlent d'expériences d'amitié, de sexe, de relations, des choses qui, si je le lis aujourd'hui ou que si je le lis dans 20 ans ou que ma grand-mère elle le lit, elle comprendra ce que c'est parce qu'avant tout, c'est représenter une humanité, comme tu l'as dit, monsieur et madame tout le monde. Et c'est là aussi, je trouve, la force de ces romans. Et ils sont intemporels en fait, ces personnages. Ils sont à la fois très représentatifs de leur époque et en même temps, si tu les extrais et que tu gardes les dialogues, tu t'y retrouves aussi. Si tu gardes les monologues intérieurs, tu t'y retrouves aussi en fonction, que ce soit aujourd'hui ou plus tard. Non, je suis totalement d'accord. Du coup, Lisée,
les livres Par pitié, vraiment. de par Sally pitié, Rooney. Effectivement, c'est pas des rythmes, c'est pas des livres avec beaucoup d'action, c'est pas un rythme très rapide, mais c'est très beau. Ouais. Et c'est... Et ça apporte toujours quelque chose, comme tu dis, parfois, enfin, elle arrive à mettre des mots sur des choses que tu ressens ou que tu penses, mais que tu n'arrives pas forcément à conceptualiser ou formuler. Et même moi, je me retrouve toujours à revenir vers ces livres. Il n'y en a pas un que j'ai pas lu plusieurs fois, à part Intermezzo, parce que je l'ai lu récemment, mais j'ai déjà envie de le relire. Et il y en a, je pense particulièrement à Où es-tu, mon admirable, que j'ai lu une première fois, et je pense que j'étais pas encore à un stade où je pouvais comprendre tout ce que les personnages vivaient, et toute la complexité, la subtilité de ce qu'ils vivaient. Et je l'ai relu plus tard quand là maintenant je suis dans la fin de ma vingtaine, et je l'ai compris différemment, peut-être plus profondément. Et maintenant, en lisant peut-être Conversation entre amis, quand j'ai lu, j'avais à peu près l'âge de Française et je me suis beaucoup reconnue là-dedans. Peut-être que maintenant, je pourrais mieux comprendre à certains des autres personnages plus âgés. Ouais. Et c'est excellent. Enfin, il faut toujours y revenir. Ouais, non, totalement. Totalement. Et moi, je conseillerais en vrai de les lire dans l'ordre de parution. Parce que y a ce côté, on commence avec des personnages qui sont plutôt principalement au début de la vingtaine jusqu'à la trentaine. Mais voilà, je commencerai pas par le dernier Intermezzo parce que... Non. Enfin, moi je trouve que c'est le plus ambitieux. Franchement, il est trop bien ce livre. Incroyable. Mais je pense pas que ce soit le mieux pour être introduit. Non, c'est pas pour une introduction. Ouais, c'est ça. Je suis plutôt d'accord avec moi, toi, je commencerais pas... par Conversation entre amis ou par Normal People, un des deux. Et ensuite, Où es-tu, mon admirable, et à la fin, Intermezzo. Je pense qu'il faut s'adapter à son style de... Oui, c'est ça, se familiariser aussi. à... Elle n'utilise pas de tirer aussi de dialogue, donc oui. Ça, il y a des gens qui ça gêne. mais voilà. Je pense qu'on peut peut-être enchaîner sur le fait que c'est aussi important de ne pas se cantonner à des lectures uniquement... Justement, ça fait quoi un peu à ce qu'on disait avant, des lectures avec des personnages blancs, occidentaux, tout ça, que c'est bien aussi parfois d'aller voir ailleurs un peu ce qui se passe. Et ça, je trouve que c'est un des aspects positifs du phénomène de la sad girl littérature sur les réseaux sociaux. C'est que ça a mis en lumière des autrices donc non occidentales qui étaient peut-être pas très représentées par justement les maisons d'édition européennes ou américaines, et que du coup ça a permis, je trouve, d'apporter une certaine diversité dans les propositions disponibles. Il y a plein d'autrices qui n'avaient jamais été traduites, qui ont été traduites suite à en fait cette mise en avant sur les réseaux sociaux, et pour ça je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Mais parce que rien qu'en France en fait, enfin en tout cas dans le monde francophone il y en a. En fait Annie Ernaux déjà j'avais pas du tout pensé à la base, mais quand tu en as parlé tout à l'heure j'étais en mode mais oui en fait Annie Ernaux si Annie Ernaux avait commencé à écrire des livres en 2020, ce serait typiquement des livres de sad girl en fait, donc voilà. Moi je pense aussi à un livre de Leila Slimani qui s'appelle Dans le jardin de l'ogre. C'est son premier roman et j'avais jamais lu un livre comme ça parce qu'en fait c'est l'histoire
d'une héroïne qui lutte contre une addiction sexuelle. Je vais pas dire nymphomanie parce que c'est pas un super terme, mais en fait c'est comme ça qu'elle est diagnostiquée. Et en fait elle passe le livre à en fait lutter contre ses pulsions. Et ça peut être dévastateur parce qu'en fait c'est une femme qui est mariée, qui a un enfant, et en fait elle peut pas s'empêcher d'avoir des relations hors mariage. Enfin vraiment et j'avais jamais lu ça, franchement j'avais jamais lu un personnage comme ça, et c'est du coup une héroïne qui est profondément insatisfaite de sa vie et de son mariage, mais en même temps elle a envie d'être présente pour son fils. Enfin c'est vraiment hyper intéressant, je trouve. Je pense aussi à une autrice japonaise qui s'appelle Mieko Kawakami, et son livre, je sais pas si c'est traduit en français, mais ça s'appelle Breasts and Eggs, donc seins et œufs. Et en fait c'est sur une narratrice qui explore son désir de maternité sans vouloir du coup vivre dans un modèle de couple traditionnel. En fait, elle veut un enfant, mais elle est célibataire et elle veut pas que ça change. Mais du coup, ça navigue un peu son expérience de arriver à être mère. Donc en fait, le livre, c'est en grande partie, c'est elle qui va voir les différentes options qui existent et essayer de décider quelle est la meilleure option, si c'est l'adoption, si elle trouve un donneur de sperme, enfin, voilà, sachant que ça c'est régi sous la législation du Japon, donc qui est pas la même que dans d'autres pays. Et du coup voilà, c'est pareil, c'est une femme qui du coup à la base se sent profondément seule et qui pendant longtemps n'a pas du tout eu de désir d'enfant, et en fait à la fin de sa trentaine d'un coup ça grandit et elle se dit qu'elle ne peut pas s'en passer, quoi. Bref, du coup, c'était aussi super, et ça fait partie des autrices qui n'étaient pas forcément très traduites avant, justement, cette mise en avant des réseaux sociaux, et depuis, elle a été traduite en anglais. Enfin, tous ses livres ont été traduits en anglais. Je sais pas exactement si elle a été traduite en français, mais je pense qu'elle a été traduite dans d'autres langues, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est aussi ça... on va dire les quelques avantages de ce phénomène. Mais on reste sur l'idée que c'est pas un bon terme pour définir tout ça. Puis après, quand tu réfléchis, tu pourrais mettre plein de choses dedans, tu vois. C'est comme si c'était juste de la littérature et mais pas c'est de la sad girl lit, en fait. C'est ça. Et en fait, je suis même pas... j'aime même pas trop le terme de women literature, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est que pour les femmes ? Non, on en a déjà parlé, c'est pour... je veux pas entendre ça, moi. C'est pour d'autres personnes. On parle pas de men literature, genre ça n'existe pas. C'est souvent... voilà. Donc bref. Si je trouve quelqu'un qui dit ça, attention. Non mais vraiment. Attention les vélos. Est-ce que toi, plus généralement, t'aurais des recommandations de livres ? Moi j'avais des recos, j'ai 2 recos, une série, un film. Donc ma reco série c'est Big Mood, c'est une série britannique, du coup peut-être Irish britannique, parce que je crois que c'est produit en partie par Nicola Coughlan, qui est une actrice irlandaise. Elle a joué notamment dans Bridgerton. Du coup la série elle est sortie l'année dernière, et c'est une mini-série, je crois qu'il y a 6 épisodes, 8 épisodes, et du coup c'est Nicolas qui joue le personnage principal, et en fait elle est autrice de pièces de théâtre, et elle souffre elle est bipolaire. Elle décide d'arrêter de prendre ses médicaments, et en fait ça va montrer, il va y avoir une série de mauvaises décisions entre guillemets qui vont avoir un peu un effet boule de neige sur sa vie. Et ça parle aussi de sa relation avec sa meilleure amie et comment en fait ça va en pâtir.
Et c'est un peu une comédie dramatique à la Fleabag. Donc c'est à la fois drôle et aussi touchant. Et voilà, donc j'ai trouvé ça... moi qui ne suis pas bipolaire, je sais pas ce que c'est. Mais je sais pas, j'ai pu me mettre un peu dans ses baskets, entre guillemets, et voir ce qu'elle ressentait. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Après, ma deuxième reco, c'est Julia en 12 chapitres de Joachim Trier, ou The Worst Person in the World, qui est un film fantastique qui parle du coup de Julie et de sa vie du coup de jeune femme jusqu'à le début de sa trentaine, et ça explore notamment ses relations amoureuses et aussi un peu sa quête d'identité, et voilà, c'est un film génial. Très bien, merci beaucoup. De rien. Moi je pense que je vais rester sur celle que j'avais citée juste avant, voilà, c'est très bien, et lisez les livres de Sally Rooney. Voilà. Oui, bon. S'il vous plaît. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Nous sommes de retour. Be happy. Voilà. Soyez heureux. Ne soyez pas des sad girls. Voilà, mais c'est ok. Voilà. Enfin bref. Okay. Allez, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.